Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de ce premier trimestre qui va se terminer tranquillement. Demain sera la dernière séance de ce premier trimestre 2024. Globalement, on est sur une progression des marchés actions de l'ordre de 10%. En tout cas, quand on regarde les indices majeurs des économies développées, les actions mondiales ont progressé de 8% depuis le 1er janvier. L'Eurostock 50 pour la zone euro est à plus 12, quand les indices majeurs américains, S&P 500 ou Nasdaq, sont sur un petit plus 10% pour ces 3 premiers mois de l'année 2024. Bilan et bulletin de notes des marchés actions dans un instant avec nos invités de Planète Marché, alors que l'actualité des devises asiatiques devient un point de vigilance pour les investisseurs. On l'a vu avec le yuan, effectivement, qui a cassé le niveau de 7,20 $ contre yuan, qui montre bien la pression qui s'exerce sur la devise chinoise face à la fermeté du dollar et face également à la faiblesse du yen, qui pose un problème aux économies exportatrices comme l'économie chinoise. Le yen trop faible, c'est aussi un problème pour les autorités monétaires japonaises. On l'a vu aujourd'hui avec un sentiment d'urgence qui s'est développé du côté des autorités gouvernementales et monétaires au Japon quand on a vu le yen s'approcher de 152. On regarde la parité dollar-yen qui est allée chercher effectivement quasiment ce niveau de 152 qui semble être un seuil limite à ne pas franchir, ou en tout cas qui pourrait déclencher des interventions non plus uniquement verbales de la part des autorités japonaises. Les dernières interventions monétaires au Japon remonte à septembre et octobre 2022 et à l'époque c'était la première fois que le Japon intervenait depuis plus de 20 ans sur le marché des changes. Situation donc qui est surveillée par les investisseurs. Voilà pour les sujets du moment et nous allons en parler dans quelques instants avec nos invités de Planète Marché. Puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous célébrerons également la semaine dédiée à l'épargne salariale. Quels sont les enjeux, quelle est la dynamique de l'épargne salariale en France? Un point clé, c'est que très souvent l'épargne salariale est une épargne investie, plus investie en tout cas sur les marchés financiers, sur des supports financiers que l'épargne classiquement accumulée par les Français. Nous en parlerons avec Catherine Leroy qui est directrice de l'épargne salariale et retraite chez Amundi et qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés. C'est une fin de trimestre au sommet pour les grands indices actions des marchés développés. Le résumé du jour avec Pauline Gratel. Les principales bourses européennes sont stables aujourd'hui. Le CAC 40 gravite au-dessus des 8220 points au cours de cette séance et le DAX inscrit un nouveau plus haut historique à Francfort à 18 478 points, même si les données d'inflation attendues en fin de semaine sont toujours sous le feu des projecteurs. Pour rappel, la publication de l'indice Core PCE américain pour février est attendue vendredi. Aux États-Unis, d'ailleurs, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ouvraient leur séance en hausse. Des responsables de la Fed doivent d'ailleurs s'exprimer dans la journée. Les commentaires de Christopher Waller à l'Economic Club de New York sont attendus par le marché. Le pays qui donne le top départ de la série de publications des chiffres de l'inflation du mois de mars, c'est l'Espagne qui publie sa première estimation. L'inflation progresse de 3,2% sur un an en données harmonisées, après une hausse de 2,9% le mois précédent. L'inflation sous-jacente, elle, a augmenté de 3,3% sur un an en mars et elle ralentit par rapport à février où elle était de 3,5%. Dans les infos à noter aujourd'hui, partons au Japon où la faiblesse du yen inquiète les 3 autorités monétaires qui se sont réunies en urgence, la Banque du Japon, le ministère des Finances et l'Agence japonaise des services financiers. Le yen a brièvement chuté à son plus bas niveau face au dollar depuis 1990, soit depuis 34 ans avant de se reprendre. Les autorités financières japonaises ont ainsi fait comprendre au marché qu'elles pourraient intervenir afin de soutenir la monnaie nationale.
Ailleurs dans le monde, en Suède plus précisément, la Banque centrale maintient son principal taux directeur inchangé à 4%, indiquant qu'elle commencerait à assouplir sa politique monétaire au mois de mai ou juin en fonction de l'inflation. À la bourse de Stockholm, d'ailleurs, H&M est en vedette après la publication de ses résultats du premier trimestre de 2024. Les résultats présentés par Daniel Herver, le nouveau patron de l'entreprise, sont nettement supérieurs aux attentes, avec un résultat opérationnel de 2,08 milliards de couronnes suédoises, environ 180 millions d'euros, alors que les analystes attendaient 1,3 milliard de couronnes. Le titre bondit de 13%. Retour en France où Renault annonce une deuxième vente d'actions Nissan représentant 2,5% du capital de Nissan. Dans les mois à venir, Renault compte vendre 7% de ses actions Nissan. Le titre de Renault est en légère baisse aujourd'hui. Demain, les investisseurs prendront connaissance du nombre de demandeurs d'emploi et du taux de chômage en Allemagne pour le mois de mars, de la deuxième estimation du PIB au Royaume-Uni pour le quatrième trimestre et enfin de la troisième estimation du PIB américain pour la même période. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché résumées par Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Christophe Barraud d'être à nos côtés également. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous êtes chef économiste de Market Securities et directeur général de Market Securities Monaco. Et Gilles Guibou nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des actions européennes chez AXA IM. Parlons des actions européennes. Gilles, je le disais sous forme de plaisanterie, on va décerner le bulletin de notes des marchés actions à l'issue de ce premier trimestre. Je redonne quelques références. Les actions mondiales sont à +8. Si on prend le MSCI World, le Nasdaq, le S&P sont sur un petit +10. L'Eurostock 50 pour la zone euro est à +12. Et il faut donc prendre acte, et c'est pas forcément intuitif quand on observe l'atonie de l'activité économique en zone euro depuis plus d'un an maintenant. Sur ce premier trimestre, l'eurozone, boursièrement parlant, surperforme le monde. Alors, si je regarde la progression qu'on a eue depuis le début de l'année, en termes de progression, je suis pas tellement étonné, puisque plus tôt dans l'année, quand j'étais sur ce plateau et on avait donné nos perspectives pour l'année, on s'attendait à une progression, effectivement. On entrevoyait la possibilité d'avoir une progression de +10, +11 sur l'ensemble de l'année. On l'a faite sur un trimestre. Un des moteurs pour cette performance, c'était en partie qu'on partait d'un niveau de valorisation qui était plus bas en Europe que sur les autres marchés, que parmi les composantes du marché européen, on avait quand même la composante bancaire qui était très fortement sous-valorisée et continue d'enregistrer des bons résultats. C'est un des secteurs leaders. Et c'est un des secteurs leaders. Il faut le dire. Et donc, on entrevoyait bien la possibilité d'avoir une progression de 10% sur l'année. Le point, c'est qu'effectivement, on l'a fait au bout d'un trimestre. Donc, au bout d'un trimestre, ce qu'on constate, c'est que le gap de valorisation qu'on observait par rapport aux moyennes historiques, il est peu ou prou comblé. Et que du coup, on se dit, finalement, qu'est-ce qui va rester comme motif de poursuite de la hausse à partir de maintenant? Alors, on peut en trouver plusieurs. Du point de vue macro, c'est dire finalement, si on a une macro qui s'améliore, on pourrait avoir une révision à la hausse des résultats d'entreprise. Alors, c'est pas forcément évident aujourd'hui quand on voit une situation relativement incertaine. Sans doute pour la partie américaine, où on voit qu'effectivement on a déjà une révision à la hausse des perspectives de croissance pour le PIB. C'est quand même pas neutre pour les actions européennes. C'est peu ou prou 25 à 30% du chiffre d'affaires des sociétés européennes. En agrégé, c'est plus pour certains secteurs. Donc ça peut être un moteur. On a toujours les dividendes qui vont être payés, qui vont être importants. Les rachats d'actions, ce qu'on a vu au moment de la publication des résultats annuels, c'est qu'on avait quand même de nombreuses annonces de rachats d'actions, et ça, c'est quand même un soutien. Et enfin, il y a le multiple. Le multiple, il va être dépendant de la politique monétaire. Si effectivement on envisage une baisse de taux, qui pourrait démarrer, alors moi je ne suis pas économiste. D'ici la fin du printemps. D'ici la fin du printemps,
on pourrait peut-être justifier d'avoir une petite expansion de multiples. Mais c'est vrai que quand on commence à jouer sur les expansions de multiples, ça devient quand même un peu plus compliqué. Quand on regarde maintenant l'économie, on a fait plusieurs meetings de société ces derniers jours, on a quand même la sensation que, oui, on a vu une amélioration au premier trimestre. La difficulté, c'est de comprendre la nature de cette amélioration. Ce matin, j'étais avec une société de chimie qui disait, oui, effectivement, on a l'impression qu'on arrive à la fin du déstockage. Donc on comprend bien pourquoi il y a une amélioration. C'est-à-dire que au cours de l'année dernière et du premier trimestre, on a fait du déstockage pour servir les ventes. Donc maintenant, les stocks sont vides. Donc il faut réaligner la production avec les ventes. Et donc, rien que ça provoque une remontée de la production, bien sûr. C'est de la production. La question, c'est est-ce que derrière, il y a réellement un redémarrage de la demande qui pourrait justifier d'avoir une accélération ? Et c'est là où la réponse, elle est moins claire. C'est-à-dire, pour l'instant, on réaligne. Est-ce que derrière, il y a vraiment un redémarrage de la demande finale ? Et je pense que ça... Alors, ça, c'est peut-être que l'économiste avec nous pourra nous le dire. Bien sûr. Mais c'est là où on se dit, bon, on verra un peu au Q2 et plus certainement au H2, voir véritablement s'il y a cette reprise. On voit quand même qu'il y a des secteurs, je pense notamment au secteur des semi-conducteurs, où on voit que la reprise, elle ne cesse d'être repoussée. Donc, il y a un peu un vœu pieux de se dire, la reprise, elle arrive au H2 et puis tout va bien. Pour l'instant, moi, ce que nous disent les entreprises, c'est que voilà, elles manquent encore de signaux que la reprise, elle est vraiment là. Ouais. Comment vous résumez ce premier trimestre ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce premier trimestre boursier, notamment, Benoît, enfin, dans l'ensemble du spectre des marchés ? Je regardais encore une fois ce qui a fait la hausse en Europe. Alors, bon, il y a la tech, mais la tech, elle est leader un peu partout dans le monde aujourd'hui. Mais derrière, comme le disait Gilles, c'est finance, c'est banque, assurance, auto, industrie, médias. Ça, c'est les secteurs qui surperforment en Europe depuis le début de l'année, contre des secteurs alors plutôt très défensifs qui sont en retard ou très en retard, comme les télécoms, la santé, l'alimentaire et les boissons, ou encore les services aux collectivités. Intéressant, parce qu'on a, encore une fois, je le disais, intuitivement, avec l'atonie de la croissance économique qu'on a en zone euro, c'est pas évident de se dire, tiens, c'est les banques et l'industrie qui ont tiré les marchés européens. Non, clairement, c'était pas évident, mais bon, c'est évidemment des trimestres très sympathiques, on voit bien que ce rythme-là, il va être forcément très difficile à tenir, on ne peut pas le prolonger sur les trimestres à venir. Il y a eu des anticipations sur les marchés de soutien de la croissance et de redémarrage. On a vu, on le disait tout à l'heure, cette espèce de faux départ sur les petites capitalisations en fin d'année et cette idée de redémarrage cyclique avec une baisse de taux directeur qui n'arrive pas aussi vite, mais qui n'a pas inquiété outre mesure les marchés, puisqu'en fait, je pense qu'il y a aussi l'idée dans les marchés de se dire, mais de toute façon, s'il y a un ralentissement un tout petit peu trop fort, on aura toujours les banques centrales, compte tenu des niveaux de taux directeurs, qui seront là. Donc il y a aussi ça qui a joué, et qui fait qu'en fait, ce premier trimestre s'est bien passé. Après, on va rentrer dans cette phase probablement un peu plus compliquée, mais on vient de l'énoncer, où il faut durer. Alors, ça ne veut pas dire que les résultats n'étaient pas décevants, ils étaient bons. C'est plutôt juste cette hausse, c'est pas une anomalie. Mais il faut continuer à délivrer, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc là, on va rentrer probablement dans une phase un tout petit peu plus d'incertitude, où on peut pas tirer cette progression de la même manière. D'autant plus que les banques centrales, on l'a dit, vont délivrer courant juin, mais ils vont délivrer, à mon sens, à minima. Ouais. Pas pour relancer. Elles vont délivrer pour probablement rassurer, temporiser un peu. Aux États-Unis, il ne vous aura pas échappé que c'est une année électorale. Ça fausse probablement un tout petit peu le débat. Prendre le risque d'un ralentissement plus fort aux États-Unis parce qu'on maintient les taux directeurs, c'est probablement pas quelque chose une responsabilité que la Réserve fédérale a envie de porter pour le moment. Ouais, donc on va un peu délivrer. Ça permettra de gagner un peu de temps. Ça donnera pas forcément suffisamment de force pour poursuivre la tendance, mais ça permettra de temporiser sur les marchés actions probablement. Ouais. Quelques baisses de taux suffisent pas à relancer ou à redynamiser, notamment en zone euro, une croissance atone depuis 1 an et plus maintenant. Oui, alors en zone euro, quand même, ce qui est intéressant, alors vous l'avez signalé, on a quand même surperformé, c'est quand même important. Et même si on prend depuis les points bas d'octobre,
l'Europe est parfaitement en ligne avec le peloton. Enfin, Tout je à veux fait. dire, c'est entre plus 25 et plus 30, et l'Europe se situe parfaitement dans cette zone. Elle n'est pas décrochée par rapport au Nasdaq sur cette séquence-là. Non, on a aussi nos champions, c'est bon de le voir. Et puis, c'est vrai que quand on regarde les indicateurs en zone euro, on a quand même quelques retournements positifs sur les PMI, etc., qui donnent plutôt une petite avance de phase. Alors, on était aussi en cycle économique un peu en avance sur le ralentissement. Bon, c'est souvent le cas. On a souvent tendance à être un peu plus en ralentissement fort que les États-Unis. Mais il y a quelques signes qui sont positifs, qui permettent de dire qu'on peut encore bien se comporter en comparaison avec le marché américain. Christophe, comment vous regardez alors cette situation de marché par rapport aux attentes qu'on peut avoir sur les banques centrales désormais, et est-ce que pour les performances du deuxième trimestre, est-ce que oui, ce qui va compter, c'est d'avoir des banques centrales qui délivrent? Et qu'est-ce qu'elles sont prêtes à délivrer aujourd'hui? On sort d'une séquence de communication lourde, chargée, intense, avec les meetings du mois de mars. Est-ce qu'il y a un biais dovish un peu global qui émerge, et qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'il faut attendre des baisses de taux qui sont signalées toujours par les principales banques centrales? Alors, sur le côté marché, je pense que le reflet par rapport à la macro, c'est surtout d'écarter les risques de récession. Récession aux États-Unis, d'une part, qui est complètement balayée, et sur la zone euro, on pouvait se poser aussi la question d'une récession technique, ou même voire un peu plus. Et la vision aujourd'hui, c'est plus celle d'une stabilisation. Donc déjà, par rapport à ces deux zones-là. Et même le gros changement, j'ai envie de dire, par rapport à il y a 2-3 mois, c'est la perspective de croissance mondiale, puisque les marchés reflètent essentiellement l'activité globale. Et nous, on est plutôt à se dire qu'on va finalement faire 3%. L'année dernière, c'était 3,1%. Donc le ralentissement est extrêmement limité. Alors qu'on ne sera pas sous les 2%, quoi. Non, mais à un moment, ça fait 2 ans que on chasse le signal de récession, etc. À un moment, on se demandait si la croissance mondiale passerait pas sous les 2,5, sous les 2. Ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas, parce qu'on voit très bien que les États-Unis feront plus de 2%, alors que à la fin du TK, tout le monde se disait s'ils font 1,5, c'est un miracle. Ouais. On a des zones finalement qui peuvent aussi surperformer. On voit les premières données statistiques sur la Chine, janvier-février. On voit une accélération. Essentiellement par une politique fiscale expansionniste, donc c'est un petit peu la surprise, donc encore une surprise positive. Il y a des zones qui performent très bien, comme par exemple l'Inde aussi. Donc on a eu tout un tas, d'un point de vue déjà économique, tout un tas de surprises plutôt positives, de révisions à la hausse, et donc une idée que finalement la croissance sous-jacente, ok, la thématique reste le ralentissement, mais c'est pas aussi pire que certains pouvaient le dire aujourd'hui. Donc c'est plus une balance de risque reflète le marché, je pense. Maintenant, sur les taux d'intérêt, dans cet environnement-là, il y a aussi un repricing, c'est-à-dire qu'on s'attendait à peut-être 4-5 baisses de taux d'intérêt aux États-Unis. Finalement, ce sera peut-être 3, voire que 2. Côté européen, c'est différent parce que la tendance, en fait, le momentum macro est différent. Sur l'année dernière, si on regarde en séquentiel, l'Europe fait quasiment 0 tous les trimestres. Donc on a une tendance sous-jacente plus faible, on a une inflation qui a baissé beaucoup plus vite qu'aux États-Unis, qui pourrait être à 2% en août et même sous les 2% en fait, si on regarde les forwards septembre ou octobre. Donc déjà une marge de manœuvre pour délivrer qui est bien plus large que la Fed. Aujourd'hui, la Fed, la question c'est plus se dire est-ce qu'on fait 2,5 au T3 avant que ça reparte au T4 ? Donc, côté première baisse de taux, on peut se dire, oui, aux États-Unis, ils vont le faire en juin, mais à mon avis, plus pour des raisons électorales que macro. Continuer sur ce tempo, c'est possible. Parce que le faire trop proche de l'élection, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas... Je pense qu'il y a ce côté-là aussi. C'est un risque de trouble qu'ils ne veulent pas mettre dans le... Je pense que ça rentre en ligne de compte, et l'idée, c'est de se garantir un H2 où la croissance économique, finalement, reste plus ou moins stable au moment des élections. Donc je rejoins tout à fait votre opinion là-dessus. Maintenant, côté BCE, c'est beaucoup plus facile, puisque croissance sous-jacente faible, inflation faible, salaires qui ont semblablement fait un pic. Donc ils ont un boulevard pour en faire une en juin et peut-être 3 ou à minima, on va dire 2 supplémentaires sur la deuxième partie, 2024. La BCE est programmée pour faire plus de baisses de taux que la Fed cette année. Techniquement parlant, si on regarde les données macroéconomiques, oui. Maintenant, la BCE est plus en caractère,
de réaction que d'anticipation. S'ils étaient en anticipation, ils le feraient probablement en avril, mais ce qui ne semble pas être le consensus aujourd'hui. Maintenant, pour les marchés, ce qui va être intéressant à partir, je pense, de cet été, c'est plus ce qui se passe en 2024, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2025. Et la balance des risques sur l'inflation, elle est quand même en train de se réorienter vers un redémarrage, du moins aux États-Unis, à partir du T4. D'accord. Donc c'est là où on peut rester encore dans une phase plutôt positive au T2, mais je pense qu'à partir du T3, c'est là où on commence à regarder 2025. Je comprends. C'est là où on va se poser des questions. Et en plus, la seule vraie question qu'il faut se poser, je pense, cette année, c'est qu'est-ce qui se passe le 5 novembre, jour des élections américaines. Beaucoup peut changer, effectivement, à partir du 5 novembre. Et vous dites, à ce stade, il y a quand même un risque de résurgence de l'inflation américaine. Du moins aux États-Unis. Notamment, du moins aux États-Unis, j'entends, effectivement. Pour tout un tas de raisons qu'on n'a pas forcément en Europe. D'accord. Donc, le problème, c'est pas de savoir si la Fed va baisser ses taux cette année, une fois, deux fois à partir du mois de juin. C'est plutôt les 3 baisses de taux qui sont encore pricées pour 2025. Voilà, je pense que le vrai problème cet été, quand on va se projeter, c'est finalement en 2025, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Après, il y a une condition aussi sous-jacente, c'est le bilan de la Fed, la vitesse de réduction du bilan est censée aussi changer, donc ce qui peut être un choc accommodant. Et on se dit, s'ils font 3 baisses de taux cette année qui potentiellement arrêtent de réduire la taille du bilan sur la partie trésorerie, quelle est la marge de manœuvre pour 2025 dans un monde où les prix immobiliers sont déjà au plus haut historique ? Erreur qu'ils ont faite en 2021. Donc, est-ce qu'ils vont la reproduire en 2025 ? Donc il y a un petit risque de jouer avec le feu là. Pour 2025. Pour 2025. Clairement, Comment vous imaginez la réaction de marché s'il y a des baisses de taux, notamment en eurozone, Gilles, peut-être plus d'ailleurs en zone euro qu'aux États-Unis. Techniquement parlant, c'est possible, nous dit Christophe Barraud. C'est un bon signal pour le marché, ça permet une expansion de multiples. Alors, ou est-ce que ça amène, je ne sais pas, des questionnements différents Je pense que ça... je pense qu'il va falloir être sélectif suivant les secteurs. Je pense qu'il y a des secteurs où très clairement ça pourrait permettre un redémarrage. Je pense au pire secteur depuis le début de l'année, qui est le service de collectivité. D'accord, utilities, ok. Je pensais aux foncières cotées. Je pensais éventuellement sur l'immobilier également, mais sur les services de collectivité, ça serait clairement un signal positif, parce qu'on voit bien que... Donc ça peut entraîner une rotation quand même pour des secteurs très sensibles à ces variations de taux d'intérêt. Alors le secteur, il a aussi souffert des prix bas de l'électricité, mais qui sont sans doute pas durables. Je veux dire, on peut pas avoir des prix bas de l'électricité quand on a un tel besoin d'investissement. Il y a quelque chose qui va pas, ou alors on est en train d'accumuler un retard dans les installations qui fait qu'à un moment donné, il y aura un rattrapage. Donc je pense qu'il peut y avoir une rotation qui pourrait s'opérer. Je pense qu'il peut y avoir aussi une rotation qui pourrait s'opérer au sein des secteurs. Typiquement, quand on regarde depuis 2 ans, les banques françaises ont accumulé énormément de retard de performance parce qu'elles ont des bilans qui sont, on va dire, un peu plus à taux fixe. Beaucoup de taux fixe, par rapport aux italiennes, d'autres, etc. Et donc, bien sûr, c'est pas du tout les mêmes performances. Et donc, effectivement, on pourrait avoir une rotation au sein du secteur, donc au détriment des banques plus à taux variable, en faveur des banques. La baisse des taux pourrait favoriser plus le secteur des banques françaises que d'autres banques, en tout cas, permettre un rattrapage, et permettre les italiennes qui ont largement bénéficié en fait de ce maintien et de cette poursuite des taux longs. Alors, pas pour ça qu'elle devrait fortement baisser, mais en tout cas, elle pourrait arrêter de progresser, parce qu'on est encore sur des progressions depuis le début de l'année qui vont de 20 à 45% sur les banques italiennes. Donc, c'est quand même assez massif. Là où on a un BNP qui fait royalement 0. Donc, ça pourrait rééquilibrer un petit peu. Et après, il faut voir si on baisse les taux en réaction, je veux dire simplement à une normalisation de l'inflation et en reconnaissance de l'inflation, ou c'est parce qu'en réalité, on a une macro qui se dégrade. Si on baisse les taux parce qu'on a une macro qui se dégrade, en réalité, ça veut dire que les earnings, les résultats d'entreprise vont pas tenir. C'est négatif marché. Et donc là, effectivement, ça c'est un peu négatif marché. Et pourquoi les résultats d'entreprise pourraient ne pas tenir ? Parce que en fait il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est quand même à peu près, je pars sous votre contrôle, 20 à 25% du PIB mondial, c'est la Chine. Et la Chine, elle a quand même du mal à redémarrer. Et c'est quand même une composante importante. Elle surprend plutôt positivement depuis 1 ou 2 mois. Les commentaires des entreprises... Les profits des entreprises chinoises sont même en train de remonter graduellement. Les commentaires de Siemens la semaine dernière, c'est un profit warning quand même, à cause de la Chine.
Et il semblerait que le message qui est fait passer Schneider cet après-midi, c'est pour ça qu'elle baissait. C'est un peu du même ordre. C'était un peu du même ordre. Ouais. Donc il y a on attend un démarrage en Chine, mais qui se fait attendre. Ouais. Donc ça pourrait aussi avoir un impact. Ça pourrait aussi avoir un impact légèrement négatif. Donc c'est pour ça qu'après il peut y avoir un peu de discrimination. Maintenant, très clairement, la baisse des taux après serait favorable sur les titres de croissance, même s'ils sont déjà bien valorisés. Parce que là, pour le coup, on pourrait justifier d'avoir des multiples plus élevés. Quand on reprend encore une fois les tendances du premier... Et surtout, pardon, pour les small caps, ça, parce que ça a des coûts de financement. Donc, je pense que le retard à l'allumage dans les baisses de taux, la première sous-classe d'actifs qui a été pénalisée, ça a été la partie small cap. Comment vous imaginez le marché après les baisses de taux, enfin pendant les baisses de taux par rapport à ce qu'on a observé comme tendance sur le premier trimestre, Benoît? Est-il y a quand même l'idée d'une rotation qui puisse se mettre en place? Oui, c'est-à-dire que ce cycle de baisse de taux directeur, à un moment donné, il va permettre d'élargir un peu les choix d'investissement. Ça sera assez intéressant parce que pour le moment, on est quand même un peu coincé sur quelques thèmes. Et ce qui permettrait peut-être de revenir sur des cycliques de qualité. Mais il faudra que ce cycle il soit bien engagé. Pour le moment, ce qu'on voit, ça reste encore timide. On le disait tout à l'heure, la zone euro, elle aurait besoin techniquement de baisse de taux directeur. Jusqu'à maintenant, la BCE a toujours été inquiète de l'inflation importée. Et donc, c'est toujours collé à ce que faisait la Fed sans vouloir vraiment s'en dissocier. Ce qui est un peu dommage pour la zone et c'est probablement une raison tragique. On vit dans l'ombre de la Fed. Oui, il manque peut-être une petite impulsion côté BCE sur ce sujet-là. Et ensuite, donc vous avez deux phases, un cycle de baisse de taux. On peut réanticiper à ce moment-là un nouveau cycle de croissance qui s'annonce. On revient sur des valeurs de qualité plus sensibles à la croissance. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on peut enfin aller voir les petites et moyennes capitalisations qui, pour le moment, étaient vraiment les grandes perdantes de ces dernières années. Donc là, il y aura de la valeur, mais c'est beaucoup trop tôt encore. C'est plutôt, à notre idée, c'est plutôt fin d'année, début d'année prochaine qu'on va enfin pouvoir avoir ce vrai faux démarrage. Je comprends, l'absence d'un faux démarrage qu'on avait vécu en fin d'année dernière et qui a été un peu frustrant. Il faudra plus qu'une baisse de taux pour réattirer des flux et des flux conséquents sur ces thèmes que vous décrivez, y compris sur les small caps. Oui, tout à fait. On ne l'a pas encore, ce mouvement-là. Et ça veut dire que les investisseurs auront intérêt à rester peut-être sur des positions de taux courts ou de monétaires pendant quelques temps encore, malgré le fait que la rémunération courte va baisser. C'est le sens de l'histoire. C'est vrai que sur la partie obligataire, il va falloir pour le moment jouer la qualité. Alors, on est dans une phase de fragilité économique, pas dramatique, mais fragilité économique. Donc on se méfie des émetteurs au rendement les plus risqués. Et on voit bien que là, les spreads sont énormément resserrés pour des raisons de flux de liquidité qui font que ce marché-là est maintenant trop cher. Et d'ailleurs, on voit, il y a quand même quelques dossiers qui défraient la chronique maintenant de manière régulière sur des défauts de montants importants. Donc le high yield, il faut l'éviter. Revenir sur la qualité, c'est de l'état investment grade de manière classique. Et le monétaire, c'est quand même le placement sans volatilité. Même après 2-3 baisses de taux directeurs en zone euro, on restera sur des taux qui sont au final pas inintéressants. Et donc ça restera pour des clients que vous pouvez recommander. Enfin, ça peut rester une poche intéressante. Clairement. Oui. Pour plusieurs mois encore. On a encore quelques trimestres devant nous, visiblement. Oui. S'il faut parler du risque Trump, vous nous disiez le 5 novembre, tout peut changer. Comment vous y réfléchissez aujourd'hui, Christophe? Alors, sur la base des éléments qu'on a, Qui changent toutes les deux semaines. Faut pas me parler du 5 novembre. Je reprends ce que disait le directeur du CBO hier dans le Financial Times. Il cite pas Trump. Il évoque la question des déficits, la question de l'endettement américain. Donc, Congressional Budget Office, c'est l'organisme bipartite au sein du Congrès, qui est un peu l'autorité budgétaire indépendante aux États-Unis. Je ne sais pas d'ailleurs à quoi on pourrait le comparer chez nous en France. Je ne crois pas qu'on ait d'organisme de cette manière. Il y a du contrôle, il y a des autorités, il y a le Conseil constitutionnel, etc. Mais lui, il dit, évidemment, 6% de déficit pour les 10 prochaines années, ce sera à peu près le régime. Un niveau d'endettement qui va battre des records à horizon 2029. Et le risque d'un coup d'arrêt à la Truss. Il reprend l'exemple de Liz Truss, octobre 2022, qui fait des annonces sur ce qu'on appelait à l'époque le mini-budget, des actions de politique publique, de politique budgétaire. En l'occurrence, c'était quand même baisser les impôts et pas financer en face. Et ça, il dit que sur un marché américain, qu'aux États-Unis, c'est un risque qui peut arriver aujourd'hui. Rien n'est impossible. Aujourd'hui, la
enfin, si on prend le cas plutôt Trump, puisque Biden, on connaît à peu près son programme, son budget, la difficulté avec Donald Trump, c'est que le programme change toutes les 2-3 semaines à peu près. À la base, c'était quelqu'un qui voulait refaire une réduction des taxes pour les entreprises. Il a très bien compris qu'au sein de son parti, beaucoup de gens allaient le lâcher, donc il y a quand même les budgets hauts qui sont là. Maintenant, pour le 5 novembre, la difficulté, c'est pas tant de savoir si c'est Trump ou pas, c'est si c'est Trump, combien il aura de sénateurs avec. Ah oui. Quel pouvoir Sa il a au marge Congrès. de manœuvre sera là. Donc, en termes, et je parle uniquement de politique fiscale. Parce que sa politique fiscale aujourd'hui, c'est je continue à dépenser sur certains secteurs, même si j'arrête de donner des aides à l'Ukraine, etc. Mais il y a quand même cette politique de crédit d'impôt qui marche très bien économiquement, mais qui entraîne un déficit de 6%. Hein. Il n'y a pas de repas gratuit. Elle est financée par des droits de douane. Donc aberrant, donc 100% sur les véhicules chinois qui sont construits au Mexique, 60% sur la Chine. Donc techniquement, dans l'application et la réalisation, compliqué à mettre en place. Donc, si toutes les recettes fiscales sont basées là-dessus, à l'exécution, ce ne sera pas 6% de déficit, mais bien plus. Ouais. Donc il va falloir une clarté là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que le marché, sur la partie fiscale américaine, c'était est-ce qu'on a un shutdown, un arrêt du gouvernement ou pas. Maintenant, c'est mis de côté, donc je pense que les gens ne vont pas forcément trop regarder cette partie-là jusqu'au moment où ils vont avoir le programme définitif de Trump. Donc ça, ce sera très intéressant. Maintenant, sur l'élection américaine, donc, il y a la partie fiscale, certes, mais il y a surtout qu'est-ce qu'il va faire d'un point de vue commercial et géopolitique. Et la réalité, c'est que personne ne sait. On peut imaginer tout ce qu'on veut. On a l'effet d'annonce, arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures. Pourquoi pas. Oui, non, mais... Si, admettons qu'il y arrive, c'est quand même des chocs multiples sur toute la planète qui sont difficiles à quantifier. Et sur le commercial, s'il applique vraiment une politique restrictive sur la Chine, on ne parle pas de l'Europe, mais il faut quand même garder en tête qu'en 4 ans, il nous a un peu raté. Je pense que là, il ne nous ratera pas. Ou l'Inde, qui est aussi une puissance qui prend de plus en plus de place. J'ai pas creusé encore le sujet des échanges commerciaux États-Unis-Inde, mais je crois que ça a été un moment cité, effectivement. Il y a aussi... le département du Trésor avait failli classer le Vietnam en manipulateur de monnaie. Enfin, il y a beaucoup de pays qui sont potentiellement à risque, et donc les conséquences, éventuellement, en termes d'inflation importée aux États-Unis, enfin, ça fait énormément de questions, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire une prévision pour 2025, à tous les niveaux, en inflation, en croissance, en tout ce qu'on veut, en déficit. Donc il y a clairement, à un moment, il va y avoir une bascule, et beaucoup de questions, beaucoup de scénarios, et ce sera intéressant de voir la dispersion du consensus, on va dire à la fin octobre 2025, parce que ce sera très très large. De manière générale, comment vous expliquez aujourd'hui que le marché est attentif, mais ne sanctionne pas tant que ça l'ampleur des déficits? Alors on parle du sujet américain parce que c'est l'éléphant dans la pièce, mais personne n'a raté la journée d'hier sur l'annonce du déficit français, par exemple. Non, mais je veux dire, depuis octobre, et je crois que c'était la dégradation de Fitch, le spread n'a pas bougé, voire c'est même plutôt un peu resserré. Pourquoi le marché est aussi bienveillant, si je puis dire, par rapport à cette situation aujourd'hui, Christophe? Alors, sur le côté américain, c'est très simple. Ça revient à ce qu'on a dit. C'est que la Fed sera toujours là, et c'est que si elle ralentit aussi sur la partie bilan, sa réduction sur les trésoreries, il y aura un effet flux manifeste. Et on peut aussi se dire que s'il y a un effet écart, il peut y avoir intervention. Le Trésor peut racheter aussi des obligations, puisqu'il a le droit de le faire en 2024 pour la première fois depuis 10 ans. Donc, aux États-Unis, jusqu'aux élections, je pense que personne ne se pose vraiment de questions. On se dit, il y a quelqu'un qui va toujours intervenir, ou, pas trop de problème. Sur la zone euro, la question, il y a certains pays, Italie, France, qui ont un peu dérapé en 2023. Après, il faut regarder la courbe depuis le départ. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas leur donner d'excuses non plus, mais il faut se souvenir aussi ce qu'ils ont fait auparavant, qui était... Ah non, mais bien sûr, mais les marchés n'oublient pas ça. Non, mais bien sûr. Mal que ça. Oui. Je pense qu'aussi derrière, donc le déficit, ils l'ont vu arriver. Non, mais il y a un écart entre le niveau de panique qu'on ressent chez nous en France et ce que nous disent les marchés, Christophe. On va pas pour dire les choses un peu trivialement, quoi. Aussi de la presse française, donc c'est tout amplifié négativement, etc. Alors que vous prenez un investisseur étranger d'un point de vue extérieur. Oui, ça lui pose pas plus de problèmes que d'habitude, quoi. C'est pas le même ressenti, et c'est de se dire d'accord. Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place? En fait,
on a devancé, on a annoncé les mesures. Maintenant, la question, c'est est-ce que finalement, sur les montants annoncés, combien on va... seront réalisés. Parce que c'est 70%, 80%, mais oui. tout le monde a en tête que ce ne sera pas forcément 100%. Et maintenant, et je terminerai là-dessus, vous prenez le déficit budgétaire de la zone euro en agrégé, attendu, c'est 3% et pas 6% comme aux États-Unis. C'est l'ampleur des déficits, le marché reste bienveillant aujourd'hui sur ces questions-là Oui, en France, je dirais que la grande chance de la France, c'est d'être en zone euro. Ce qui lui permet, on l'a dit, de placer sa dette sans aucun problème. Et puis elle est plutôt très efficace à placer sa dette, la France. Donc ça, c'est plutôt un satisfecit. C'est aussi une malchance parce que ça lui a permis aussi de ne pas faire d'efforts et de patienter et d'attendre. Ce qui malheureusement fait que maintenant, elle est quand même moins vertueuse, l'une des moins vertueuses dans la zone. Quand on regarde le spread, il n'y a pas de panique, mais il y a quand même une lente dégradation depuis l'après-Covid. C'est lent, c'est un mouvement qui se fait tranquillement, mais qui se fait quand même. Et je pense que de toute façon, pour revenir à un peu plus de rigueur budgétaire, parce qu'il en faut quand même à un moment donné, ça ne passera que par les marchés. C'est-à-dire que ça sera bien l'effet taux qui obligera et qui est en train de... C'est le moment Truss, quoi, sans forcément reprendre l'amplitude et la magnitude de cet épisode britannique. Mais parce qu'encore une fois, il y a la zone euro, on l'a dit, globalement, la zone euro, c'est une zone investissable, donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais le simple phénomène d'avoir des taux plus élevés et plus à zéro, ça oblige à regarder le budget et à voir que le poste de la dette il devient de plus en plus élevé et qu'il faut essayer de rééquilibrer tout ça. Donc ça amène à faire des efforts. Tant mieux si ça se passe comme ça, c'est-à-dire que tant que ça pousse à faire des efforts par les marchés, c'est une bonne chose. Le jour où les marchés forcent, ça devient grave. Donc voilà. Tant qu'on est dans ce phénomène-là, je dirais qu'il n'y a pas de le niveau de tension du bras de fer qui compte, pas le bras de fer en tant que tel. Moi, je me suis toujours dit, si l'OAT est vu comme un super boom de la part des investisseurs globaux du point de vue du rendement, tant que l'Allemagne n'y met pas de dette, on est tranquille, quoi. Le jour où l'Allemagne se met à redonner du papier sans risque au marché, plus que ce qu'elle n'a fait jusqu'à présent, peut-être que là, il y a un vrai arbitrage pour des investisseurs globaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que ce jour-là, on aura avancé dans l'intégration européenne. Oui. Très bien. Si je reprends un peu l'idée de la rotation des marchés, qu'est-ce qui tient pour vous là au premier trimestre ? Les banques, par exemple, vous avez toujours été positif banque, vous l'êtes encore aujourd'hui je pense que sur les banques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait eu une détérioration très importante de la rentabilité des banques qui fait qu'elles ne couvraient plus le coût du capital, liée à la réglementation, à la régulation d'une part, et à la baisse des taux, qui fait que il y avait plus d'essence dans le moteur. Je veux dire, les taux d'intérêt, c'est l'essence, c'est la matière première des banques pour vivre. Donc, on a eu la réglementation, elle est derrière nous, les bilans sont renforcés, ils n'ont jamais été aussi importants, et aujourd'hui, on a des taux qui sont plus élevés. Et ce qui est intéressant, c'est que en discutant je discutais avec Banca Intesa, il nous disait aujourd'hui, quand on regarde Banca Intesa, les marges d'intérêt qu'on génère restent inférieures à ce qu'on pouvait générer en 2006 dans un environnement de taux d'intérêt qui était équivalent. Et en réalité, on voit bien que les taux et c'est bien pour ça qu'ils prévoient une amélioration continue malgré une potentielle baisse des taux de la Banque centrale cette année pour 2024 et 2025. Parce qu'ils avaient des couvertures en place, ce qui fait qu'en fait, on va continuer à avoir une progression sur la marge d'intérêt. La marge d'intérêt. Et donc, le point, c'est quoi ? C'est que oui, la baisse des taux est pas bonne pour les banques dans l'absolu, mais on ne va pas retourner dans la situation qui prévalait de taux zéro. Et donc, on a retrouvé une rentabilité structurelle des banques. Les banques sont des animaux systémiques. Peut-être même qu'on retrouve un peu de pente aussi. Oui, et donc, elles sont des animaux systémiques. Il faut qu'elles couvrent le coût du capital. Ou alors, il faut inventer un autre modèle. Faut inventer un autre modèle. Il existe, ça s'appelle le modèle allemand. C'est-à-dire qu'en fait, les banques allemandes, c'est un truc conceptuel. C'est pas un point fort de l'Allemagne, les banques. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est porté par la collectivité. Oui. Et donc, mais à partir du moment où on veut des banques cotées, il faut accepter qu'elles couvrent le coût du capital. Donc, ce qui pourrait peser sur les banques, c'est si on avait une dégradation rapide de l'économie qui ferait remonter le coût du risque. Or, de ce point de vue-là, c'est pas ce qu'on prévoit. Et donc, elles sont tout à fait en mesure d'absorber une remontée légère du coût du risque, d'autant qu'en fait, elles ont
toutes les provisions qu'elles avaient pu générer pendant la période Covid, en réalité, elles les ont pas complètement relâchées, donc elles peuvent même l'absorber. Donc on a des animaux qui restent cycliques, qui restent systémiques, et donc qui méritent beaucoup de prudence, parce que c'est de l'effet de levier sur l'économie, mais qui à court terme, néanmoins, ont la capacité à payer des dividendes de l'ordre de 10% et de racheter des titres. Ouais. Donc ça fait des rendements, dans un environnement où on s'attend quand même à des rendements des marchés actions quand même relativement limités ou plus contenus. Ça reste intéressant et on a toujours des valorisations qui ne reflètent pas des rentabilités qui couvrent le coût du capital. Donc il reste encore un peu de marge. J'avais en tête le chiffre un peu global 2024 du retour qui sera fait aux actionnaires, soit à travers les dividendes, soit à travers les rachats d'actions. C'est 120 milliards d'euros pour les banques de l'eurozone. Oui, donc, et c'est un montant agrégé qui est supérieur à ce qui était retourné au pic 2006-2007. Donc voilà, il reste encore un peu de place. Ouais. Les secteurs un peu à la traîne, comment vous les regardez aujourd'hui, Benoît? Alors je citais les télécoms, la santé, c'est quand même des gros secteurs. Food and beverage, c'est l'alimentaire, c'est les biens de consommation quotidiens. C'est vrai que c'est des secteurs qui font pas grand-chose aujourd'hui et qui sont en plus qualifiés de secteurs plutôt défensifs. Oui. C'est là qu'on attend un peu ce fameux changement de cycle qui va arriver, de toute façon. Nonobstant toutes les inquiétudes qu'on peut avoir, on va l'avoir à un moment donné et qui va permettre de vraiment avoir cette rotation dans les portefeuilles et cette diversification dont on a besoin quand même à un moment donné. Parce qu'on a bien les champions américains, les 7 magnifiques, les 7 ou 5 d'ailleurs maintenant. On a aussi en Europe les granolas avec quelques belles valeurs, alors pas exactement les mêmes, mais il y a un peu de techno, il y a un peu de santé. C'est plus diversifié en Europe quand même. Plus diversifié, mais ça mériterait quand même à un moment donné d'être un peu plus large. Et là, il faut vraiment un changement de cycle. Là, on est un peu en phase de fin de cycle. Transition, quoi. Il faut qu'on passe à autre chose. Et après, il y aura vraiment des thématiques de croissance qui vont revenir parce qu'on va embrayer un nouveau cycle qui sera un cycle porté par l'investissement et qui aura vraiment de la valeur pour les investisseurs. Et là, ça sera assez intéressant. Sur les marchés de taux et crédit, alors on parle beaucoup de la tech, du thème de l'IA, du risque de surchauffe. Voilà, Nvidia reste quand même la star de ce premier trimestre, évidemment. Sur les marchés de taux et crédit, est-ce qu'il y a des poches de surchauffe? Est-ce qu'il y a de la complaisance qui a pu s'installer ici et là à certains endroits? Il y a eu un effet liquidité et recherche de rendement sur la partie high yield, avec maintenant des spreads qui sont probablement un peu trop serrés. Ça, c'est clair. Et donc, il faut quand même revenir sur des choses un peu plus sûres. On bénéficie quand même maintenant, on revient maintenant dans un environnement de taux normalisé. Et donc, revenir sur de la qualité, alors ça fait 10 ans qu'on ne le faisait plus, mais revenir sur de la qualité, ça a de la valeur, parce que ça abaisse la volatilité des portefeuilles, et ça donne somme toute des rendements, dans une inflation notamment en zone euro qui a quand même baissé, ça redonne des rendements positifs en réel. Donc ça a vraiment de l'intérêt, et ça permet de compléter son portefeuille par rapport à une poche action qu'on peut avoir en parallèle. Un mot des devises, si on peut, Christophe, Chine et Japon. Comment on explique? Alors la BOJ sort des taux négatifs, mais le yen baisse encore plus. Et côté chinois, il y a un malaise parce que j'ai quand même l'impression que le yuan, justement, est peut-être pas assez faible aujourd'hui pour la Chine, face notamment à un yen très faible dans la région, et en même temps, en restant un peu accroché au dollar, la fermeté du dollar empêche de complètement relâcher les choses, quoi. Sur la Chine, la réalité, c'est qu'ils sont dans une phase quand même de politique monétaire accommodante et ils vont le rester, parce qu'ils n'ont clairement pas d'inflation. Même si on a eu un léger rebond, c'était plus un effet de base par rapport au nouvel an chinois, mais globalement, leur inflation core est sous les 2% depuis maintenant plus de 2 ans. Oui. Donc c'est extrêmement contrôlé. Sur l'ensemble de l'année, c'est attendu à moins de 1% pour l'inflation globale, alors que l'objectif officiel, c'est 3%. Donc si on veut raccorder les deux, il faut une politique monétaire à un moment qui soit un peu plus accommodante. Je pense qu'à très court terme, ça passe par des injections de liquidités et pas par une baisse de taux, essentiellement parce que la Fed met du temps aussi à déclencher. Je pense que le PEG, quand même, par rapport à l'USD est quand même très important pour eux. Donc c'est ce qui les empêche d'y aller encore plus fort. Maintenant, ils ciblent les mouvements, ils baissent les taux sur les emprunts hypothécaires. On peut avoir un relâchement des réserves obligatoires des banques, mais on sent très clairement que d'un point de vue monétaire, et dans cette logique aussi d'avoir cette croissance de 5%, il faudra faire quand même des efforts au-delà du fiscal.
ils sont dans une phase accommodante qui va l'être encore plus. Donc, très clairement, c'est une cible dans la zone. Donc ça, c'était déjà clairement identifié. C'est un mouvement continu. Là où il y aurait pu avoir une surprise, c'est sur le yen. Mais dans les faits, le relèvement de taux d'intérêt, il était quand même peut-être pas pricé par la majorité des économistes, mais bien par le attendu, marché. Oui. Donc la question, c'était pas est-ce qu'ils relèvent les taux. De toute manière, si c'était pas en mars, ça aurait été en avril, c'était done deal. Maintenant, la question, c'est plus qu'est-ce qu'ils font après. Et ce qui a surpris réellement, c'était de ne pas donner de guidance. Alors, tout le monde s'attendait à avoir une ébauche ou quelque chose. On ne l'a pas eu. Et le discours, c'est OK, on arrête les achats d'ETF, mais ils avaient déjà arrêté, puisqu'ils étaient intervenus 2 fois en 12 mois, quelque chose comme ça. Mais ils continuent de racheter des bonds. Ils ont donné des guidances très claires sur les rachats de bonds. Et ils ont fait même des opérations là-dessus. Donc on a l'impression que c'est bon, on a relevé les taux d'intérêt une fois, mais... tout change, mais rien change, quoi. Derrière, maintenant, aujourd'hui, le consensus, c'est on fait rien jusqu'à octobre. Donc ça n'a pas été un énorme game changer, plus dans les anticipations pour la suite. Le marché avait déjà joué à peu de choses près, un mois après, cette hausse de taux. Donc il n'y a pas de vision claire, et aujourd'hui, tout repose, entre guillemets, sur l'USD, donc sur la Fed. Et la Fed, le momentum, c'était... 6 baisses de taux, 5 baisses de taux, 4 baisses de taux. Oui, bien sûr, ça a décalé les calendriers de tout le monde, quoi. Donc c'est ce qui fait que le dollar, finalement, se tient relativement bien par rapport à toutes les autres monnaies qui, en plus, tout le monde se cale sur la Fed. Donc tant que on reste dans cette dynamique-là, on risque d'avoir une tendance qui se poursuit. Bon, voilà, le monde vit dans l'ombre de la Fed à ce stade, à l'issue de ce premier trimestre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Guibou, AXA IM, Benoît Vesco de Lubac Asset Management et Christophe Barrault, Market Securities. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le thème de la semaine, c'est celui de l'épargne salariale. Et nous prenons ce quart d'heure thématique pour évoquer la dynamique et les enjeux de l'épargne salariale en France avec Catherine Leroy à mes côtés, qui est directrice de l'épargne salariale et retraite chez Amundi. Catherine Leroy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Oui, je voulais qu'on pose un petit peu le tableau. Quelle est la photo qu'on peut faire du marché de l'épargne salariale aujourd'hui en France, et même si on le regarde un peu en dynamique, qu'est-ce qu'on peut dire de ce que représente l'épargne salariale aujourd'hui en France ? Alors la photo, elle est superbe, hein. La photo, elle est pleine de couleurs, donc déjà... Elle est d'actualité puisqu'on est aujourd'hui, et je voulais juste le rappeler rapidement, au milieu de la semaine de l'épargne salariale. Donc c'est un rendez-vous annuel pour lequel Amundi est sponsor et très heureux d'être sponsor depuis l'origine, et qui vise donc à mettre sous les feux de la rampe l'épargne salariale et inciter les entreprises et les salariés à s'y intéresser. Donc l'épargne salariale aujourd'hui, c'est quoi ? Je crois qu'il y a un chiffre qui est assez parlant. L'AFG vient de publier ses résultats. C'est 188 milliards. 188 milliards d'euros d'encours détenus par les salariés dans un dispositif d'épargne salariale. Ça, c'est un chiffre qui a été en un tout petit peu plus de 10 ans multiplié par plus de 2. Alors certes, sous l'effet marché, la valorisation des actifs, mais aussi sous cet effet boule de neige avec lequel de plus en plus d'entreprises versent à de plus en plus de salariés des primes de plus en plus importantes. Je comprends. Donc ce sont des dispositifs qui se diffusent, qui s'élargissent dans l'écosystème des entreprises françaises, et ça va continuer. La loi aide beaucoup à ça, Catherine ? Alors la loi aide beaucoup à ça, toute la réglementation qui incite de plus en plus d'entreprises et des entreprises de taille de plus en plus petite à s'équiper et à proposer des dispositifs de partage de la valeur. Mais ça s'accélère aussi sous l'effet de la tension du marché du travail et du fait que ces dispositifs d'avantages sociaux sont vraiment considérés de plus en plus par les salariés comme un critère de comparaison, de choix, de différenciation de l'entreprise. Donc ça devient le must-have finalement de l'entreprise pour être choisi par un candidat. La prochaine étape, c'est le segment des entreprises entre 10 et 50, c'est ça, Catherine ? Enfin, la prochaine étape, c'est la loi partage de la valeur et de la transposition de l'accord national interprofessionnel signé l'année dernière par les organisations syndicales et les organisations patronales et qui amène
au sein de toutes les mesures, et elles sont toutes importantes, mais disons qu'il y en a 2 qui sont particulièrement prégnantes pour l'épargne salariale. D'une part, c'est le fait de contraindre une entreprise de 11 à 49 salariés à proposer à ses salariés au moins un dispositif de partage de valeur, c'est-à-dire soit de l'intéressement, de la participation, de l'abondement, ou la prime de partage de la valeur. Et la deuxième mesure qui est en lien avec ça, c'est la possibilité donnée aux salariés d'investir cette prime partage de la valeur dans un plan d'épargne salariale, un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite pour la défiscaliser, puisque l'idée est de pouvoir traiter la prime de partage de la valeur comme de l'intéressement et en cible lui associer les mêmes caractéristiques fiscales et financières. Ce qui m'intéresse particulièrement quand on est dans une émission comme Smart Bourse, c'est de comprendre ce que les salariés font de cette épargne. On parle en permanence du taux d'épargne global des ménages français, 17-18%. Quand on regarde la structure et la décomposition de l'épargne en France par rapport à une épargne anglo-saxonne ou américaine, évidemment que l'épargne financière est beaucoup plus faible. Je dis financière, celle qui est investie sur des supports financiers et qui n'est pas que sur des comptes courants ou sur des livrets traditionnels. Est-ce qu'il y a des spécificités liées à l'épargne salariale, justement, de ce point de vue-là, Catherine ? Alors, la première chose qu'il faut dire, déjà, c'est que les salariés, ils investissent cette prime. Parce qu'en fait, quand l'entreprise verse la prime de participation en intéressement, ils ont 2 choix. Soit ils perçoivent en cash directement, à quel cas ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, soit ils l'épargnent dans un plan. Et ils l'épargnent, puisque de façon assez régulière depuis quelques années, ils sont 7 sur 10 à choisir d'épargner cette somme dans leur plan. Donc ça, c'est déjà un premier signe très important. Le second signe important, c'est que, y compris l'année dernière, je rappelle, il y avait un contexte inflationniste assez important, des marchés qui étaient très volatiles en début d'année. Ils auraient pu cash in l'épargne. Exactement. Et ils ont continué de la placer. Ils ont continué à placer dans les mêmes proportions. Et ils continuent à les placer, on va dire, aux 3/4 sur des supports exposés vraiment au marché financier, puisque malgré la remontée de l'attractivité des fonds monétaires, il n'y a quand même que à peu près 25% des sommes qui sont investies sur du monétaire. Le reste est investi véritablement en actions, en obligations et en diversifié. Et il y a vraiment une spécificité dans l'épargne salariale qui est celle de l'actionnariat salarié. Et l'actionnariat salarié, le fait de pouvoir investir en actions de sa propre société est le premier levier d'investissement des épargnants. Alors, chez Amundi, on a une position un peu spécifique puisqu'on accompagne, on va dire, 8 entreprises du SBF 120 sur 10 qui lancent des opérations d'actionnariat salarié. Donc, on est peut-être un petit peu biaisé dans nos emplois. Mais en 2023, on a plus de 30% des salariés qui ont choisi d'investir ces sommes-là dans leur action, l'action de l'entreprise. L'actionnariat de l'entreprise. Comment vous expliquez que on fait avec l'épargne salariale ce qu'on ne fait pas avec son épargne classique ou traditionnelle à côté, Catherine? Qu'est-ce qui explique le fait que cette épargne-là soit investie différemment et investie, comme vous dites, sur les marchés financiers? Et je suis sûr que pour beaucoup de salariés, c'est peut-être la seule porte d'accès ou le seul point de contact qu'ils ont avec les marchés financiers. Je pense que c'est beaucoup lié à ça. C'est dans les entreprises, il y a beaucoup de salariés, et je dirais dans certaines entreprises, quasiment tous les salariés, pour lesquels c'est le levier, l'accès facilité au marché financier, et peut-être le seul qu'ils auront pour se constituer une épargne financière. Je crois que l'actionnariat salarié est un levier de communication extrêmement fort aussi dans les entreprises qui le pratiquent et qui permet cet apprentissage et cette appropriation des marchés financiers. Et puis, il faut se dire aussi que pendant longtemps, dans l'épargne salariale, il n'y a eu la possibilité d'investir que sur des supports financiers, puisqu'il n'y a pas la possibilité d'aller choisir des profils sécurisés. Donc, de fait, l'épargnant y va. Choisit déjà d'y aller, ce qui est extrêmement important. Et ensuite, choisit d'investir sur des placements dont on lui explique de façon assez pédagogique aussi, soit au sein de l'entreprise, soit au sein de l'acteur épargne salariale avec lequel il travaille, tous les bénéfices de la constitution dans le long terme de cette épargne financière. Justement, quel est votre rôle particulièrement chez Amundi vis-à-vis de ces salariés qui disposent de cette épargne salariale? Comment on construit un parcours d'investissement effectivement pour un salarié aujourd'hui? Alors déjà, on commence auprès de l'entreprise, puisque la première étape, c'est d'accompagner l'entreprise
et les représentants du personnel qui proposent et qui qui vont eux-mêmes construire le catalogue de supports financiers dans lequel le salarié pourra aller investir. Cet accompagnement, il est important parce qu'il faut s'assurer d'une part que le catalogue de fonds qui sera proposé aux salariés est suffisamment bien ficelé pour pouvoir offrir à tous les salariés, quel que soit leur profil d'investissement, leur horizon de placement, leur inversion au risque, la possibilité d'aller se constituer une épargne cohérente avec ce qu'ils sont. Et puis, de constituer également un catalogue en lien avec ce que les représentants et l'entreprise pensent être de la culture financière et des besoins du salarié. On va avoir, nous, dans les dispositifs que l'on gère, des dispositifs qui comptent entre 5 et 6 fonds et d'autres qui vont compter une vingtaine ou une trentaine avec... Ça peut être très différent d'une entreprise à l'autre. Ça peut être extrêmement différent en fonction de la culture financière et de l'intérêt que les salariés semblent porter à ces dispositifs. Donc notre premier levier d'accompagnement est celui-ci. Le deuxième, il est de pouvoir fournir aux salariés tous les services qui vont lui permettre de faire ses choix, de s'approprier son dispositif, de le comprendre, de faire ses choix en fonction de son profil, de l'accompagner à définir son profil d'investissement, de lui pousser des propositions d'investissement au travers de robo-advisors, par exemple, qui vont, en fonction de la conjoncture, proposer des thèmes d'investissement, de l'accompagner dans la gestion pilotée de son investissement jusqu'à la retraite, et puis de lui fournir des applications digitales, du physique aussi, parce qu'il faut aller les rencontrer, il faut aller à la rencontre des salariés dans des rencontres, et du pédagogique. Voilà. Le physique reste important, absolument. Et on peut faire de la gestion pilotée pour de l'épargne salariale. On peut faire de la gestion pilotée, on peut faire de la gestion profilée, on peut se servir de tous les outils qui existent aujourd'hui pour la gestion patrimoniale et de toutes les briques d'investissement qui existent aujourd'hui en dehors de l'épargne salariale. Tout cela est éligible au dispositif de l'épargne salariale. Est-ce que la variété des supports évolue? Alors vous disiez, est-ce que toutes les grandes classes d'actifs sont représentées? Actions, obligations monétaires, évidemment, mais derrière ça, est-ce que l'offre de supports évolue? Ou à l'inverse, est-ce que la demande pour de nouveaux supports également, émanant des entreprises et des comités représentatifs des salariés, est-ce qu'il y a des nouvelles demandes pour avoir accès à des supports nouveaux également, Catherine? Ah oui, les tendances que l'on observe dans l'investissement en épargne salariale sont les mêmes que celles qu'on observe dans l'investissement général. Dans l'investissement général. Donc il y a cette recherche, cette quête de sens dans son investissement qui est primordiale. Alors j'en parlais, il y a l'actionnariat salarié, bien sûr, qui est une première quête de sens. Et puis il y a toutes ces thématiques d'investissement à dimension environnementale, sociétale, qui sont prégnantes. 4 salariés nous disent que dans les critères de choix d'un fonds d'investissement, il y a cette dimension environnementale ou sociétale qui joue beaucoup. Le solidaire, c'est très important. L'épargne salariale est le premier contributeur au financement de l'économie solidaire via les fonds solidaires qui sont investis. Et chaque année, c'est à peu près 10% des investissements des salariés qui vont vers l'économie solidaire. C'est primordial. Donc tout ce qui est thématique environnementale, sociétale, la transition juste, la biodiversité, le net zéro, l'éducation et le solidaire, vous disiez. Et c'est des supports qui sont demandés. Quand vous les rentrez dans un catalogue ou quand l'entreprise les rentre dans son catalogue, c'est des supports qui ont du succès. On n'en rien au forceps dispositif d'épargne salariale. Il y a de la demande, et forcément. On a de la demande très forte. L'épargne salariale vient de nourrir la politique RSE, la stratégie RSE de l'entreprise. Et les fonds choisis et sélectionnés viennent eux aussi nourrir les valeurs de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Et vous l'avez rappelé, si on entre dans une période structurelle de tension entre l'offre et la demande sur le marché du travail, tous ces éléments d'incentive, d'attractivité des talents sont des éléments de plus en plus stratégiques même. 80% des directeurs RH interrogés nous disent que l'épargne salariale est un vecteur de différenciation dans le recrutement des collaborateurs. Merci beaucoup Catherine. Merci d'être venue nous parler de cette semaine de l'épargne salariale et de la dynamique et des enjeux de ce marché de l'épargne salariale en France. Catherine Leroy a été l'invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, directrice de l'épargne salariale et retraite chez Amundi.